Alain, merci de me recevoir dans ce podcast. Et ma première question serait tout simplement de te décrire en une phrase ou quelques mots qui définissent qui tu es. Alain Cailleux, explorateur, aventurier, minimaliste. Voilà ce qui définirait un peu, ce que je suis. Une personne qui part à la découverte du monde au travers d'aventures sportives et avec peu de moyens. Voilà, c'est un peu ce que je fais tous les jours. Ok, top. Et le nom de mon podcast, c'est Aerakura, la force du mental. Pourquoi j'ai choisi ce nom? En fait, Aerakura, c'est la déesse de l'épanouissement. Et il y a une phrase qu'elle dit qui est: tu viens juste de commencer, alors sois patient envers toi-même et le cheminement que tu as entrepris et n'abandonne pas. J'aimerais savoir ce que cette phrase peut t'évoquer. Est-ce qu'elle te parle? Cette phrase me parle énormément aussi. Mon cheminement est un cheminement, extrêmement riche. J'ai eu plusieurs vies, mais ça fait une dizaine d'années que mon cheminement s'est accéléré avec beaucoup de prise de risques par rapport à la vie commune. En fin de compte, je me suis engagé vers mes rêves sans jamais abandonner. Ça fait 10 ans que je pars à la découverte des peuples, des pays, à ma façon, qui n'était pas une façon classique. Il y a peu de personnes autour de moi qui ont pu me soutenir. Il ne faut pas attendre un soutien de tes proches pour réaliser tes rêves. Tes rêves sont tes propres rêves. Si tu écoutes ton environnement, il y a toutes les chances pour qu'on te tire vers leurs rêves à eux, qui sont peut-être des rêves différents des tiens. Donc les miens étaient des rêves de mobilité, de nomadisme, d'exploration. Et depuis 10 ans, je t'avoue que j'ai jamais renoncé à mon rêve, même si les difficultés sont multiples sur le chemin. Mais là où tu as raison, c'est que le cheminement en lui-même est un vrai bonheur. C'est-à-dire qu'on, si tu me demandes si les objectifs sont tous atteints, pas encore, pas encore. En tout cas, le cheminement que j'ai eu depuis 10 ans est un cheminement qui m'a rendu profondément heureux à chaque étape des avancées. Et justement, on parle de cheminement. Moi, j'aime bien retracer un petit peu ton histoire au plus jeune âge. Mhm. Comment tu as vécu la période d'enfance, d'adolescence? Comment tu as vécu l'école, le système scolaire? Quels étaient tes rêves aussi à ce moment-là? Ouais, c'est intéressant. J'ai eu une enfance assez classique avec des parents bienveillants, une enfance portée sur le sport. Je faisais divers sports dès mon plus jeune âge. J'étais judoka, j'étais natation, nageur. J'ai fait un peu de rugby. J'étais un élève moyen jusqu'à mes 17-18 ans. 18 ans, je me suis révélé un élève extrêmement bon en sciences, bon en maths, bon en physique. J'ai réussi à intégrer une école d'ingénieur, une bonne école d'ingénieur. Voilà, donc je suis rentré dans le système avec des ambitions qui ont été calquées sur le système. Donc mon père était ingénieur, je suis devenu ingénieur de l'École centrale de Paris avec des ambitions de carrière d'ingénieur. Mon but d'avoir une grande maison, une grosse voiture et si possible une bonne retraite. Euh, et puis progressivement, ce cheminement a évolué. Ça a évolué par différents faits personnels, un divorce, etc., qui m'a fait percevoir une évolution de la vitesse du temps qui coule. C'est-à-dire que mon temps qui s'écoule, ma perception n'était pas compatible avec une carrière classique. J'avais des rêves qui sont apparus, des rêves de découverte, des rêves de vie internationale. Même si dans ma vie d'ingénieur, j'ai réussi à vivre beaucoup de mes rêves, j'ai découvert en prenant progressivement plus de temps pour mes aventures que quand je prenais une année sabbatique, une année de congé longue durée, j'avais réalisé plus d'aventures en une année que jamais la plupart des hommes pourront faire dans leur vie. Donc j'ai découvert la valeur du temps et depuis je suis devenu un peu un drogué de ce temps qui s'écoule avec une sensation de ne pas vouloir gâcher le temps. C'est-à-dire que réellement j'ai associé progressivement les biens matériels qu'on accumule avec le temps qu'on doit y passer pour les accumuler. Et je me suis détaché progressivement de ce besoin d'accumuler des choses avec un besoin plutôt d'accumuler des expériences. Donc ça s'est traduit par une vie qui s'est extrêmement remplie. En 10 ans, tu vois que mes rêves sont devenus de parcourir tous les pays du monde. J'en suis à 100, 120, 120 pays, il y en a environ 200. J'ai 47 ans aujourd'hui, donc il me reste encore un bon chemin à parcourir et j'ai pas l'intention de renoncer. Voilà, je reste à fond sur l'objectif. Et comment ça t'est venu ce déclic? Parce que, comme tu l'expliques, tu fais école d'ingénieur, tu bosses là-dedans, tu es bien installé, en tout cas, tu as l'air bien installé dans ce métier-là. Beaucoup de gens resteraient, comme tu l'as dit, jusqu'à la retraite. Est-ce qu'il y a eu un déclic en particulier qui t'a fait prendre conscience qu'en fait, tu voulais quitter ça? Ou je ne sais pas si tu es toujours là-dedans pour justement voyager?
Non, alors j'ai eu la chance, ce métier d'ingénieur, j'ai aucun, hein, première chose, j'ai aucun regret de tout mon passé d'ingénieur, parce que c'est ce qui m'a permis de financer une bonne partie de mes voyages pendant les premières années, quasiment pendant 7-8 ans, j'ai financé grâce à mon chèque de départ de ma vie d'avant. Donc réellement, je suis reconnaissant à mes parents, à mes études, au parcours que j'ai eu, qui m'a emmené finalement à permettre de voyager. Pour voyager, pour explorer le monde, il faut quand même un minimum d'argent. Il faut souvent un passeport qu'on a la chance d'avoir quand on est européen, et il faut aussi un peu de fonds, même si je voyage en mode minimaliste, il y avait quand même besoin d'argent. Donc c'est grâce à cette vie d'ingénieur que j'ai réussi à financer la plupart de mes aventures. Mais le vrai changement de perception, ça a été, oui, un divorce compliqué, il y a plus de 12 ans de ça, qui a fait que j'ai subi des décisions que je n'ai plus envie de subir. Et je me suis dit, la réalisation de tes rêves dépend que de toi. C'est-à-dire que mes rêves de découverte, d'aventure, etc., n'ont pas à être partagés par mes proches. C'est logique, chacun a les siens. Les miens sont particuliers, les miens sont ambitieux, donc il faut absolument que je priorise un petit peu l'avancée vers mes rêves. Personne ne va le faire pour moi. Ce ne sera pas mes parents, ce ne sera pas mon ex-femme, ce sera pas ma fiancée, ce ne sera pas mes enfants. Ce sera à moi d'avancer dans mes rêves. Donc c'est ce que j'ai fait progressivement. Le virage a eu lieu il y a 10 ans, une vraie accélération, une véritable accélération, et dans laquelle je n'ai aucun regret, même si les coûts peuvent être élevés, les coûts globaux. Ce que j'en ai retiré en termes de richesse humaine, d'épanouissement, de découverte, de partage, est incroyable. Donc, je continuerai. Voilà, Sylvain. Est-ce que tu penses que ou est-ce que tu trouves que la société nous pousse plus à rentrer dans un moule, dans le sens où tu fais tes études, tu trouves un métier, tu vas jusqu'à la retraite, plutôt que de favoriser, l'épanouissement personnel? Alors, oui, dans ta question, il y a un peu une partie de la réponse. Et évidemment que le système social fait qu'il c'est un système social dans lequel on veut que tout le monde travaille, cotise pour sa retraite, garantisse la retraite, etc. C'est quelque chose qui fait que le système fonctionne. Euh, mais j'essaie toujours de pas, enfin, j'ai jamais de cause externe au choix de chacun. J'insiste là-dessus, c'est-à-dire que j'estime qu'on a quand même un système, par exemple, européen dans lequel on n'est pas non plus complètement prisonnier. La preuve, il y a quand même des marges de manœuvre. On peut sortir de tout ce qu'on appelle les prisons. Enfin, certains qui me disent, ah, je suis enchaîné, je dois avoir une retraite, je dois avoir un machin. Alors, mes voyages à l'autre bout du monde m'ont appris qu'il y a quand même pas mal de pays qui n'ont pas de système de retraite, qui n'ont pas de système de chômage, qui n'ont pas de système comme ça. Donc finalement, les gens vivent vraiment au jour le jour. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que ces valeurs dont on parle maintenant sont des valeurs sociales. C'est la société dans laquelle on vit qui t'impose culturellement ces valeurs-là, alors qu'il y a beaucoup de pays. J'étais encore au Maroc il y a de ça 2 semaines dans l'Atlas avec des bergers berbères. Ils vivent au jour le jour, ils vivent à la semaine avec leurs chefs qui vont aller vendre au marché, et ils n'ont pas de réflexion sur le très long terme, d'accord. C'est bien nous-mêmes qui nous faisons une idée. On peut réussir à en sortir, ce que j'ai fait moi. Je suis un peu le berger berbère de la culture française, mais dans le sens où voilà, je me suis un petit peu décalé des priorités long terme. On verra, c'est un peu la cigale et la fourmi aussi, c'est-à-dire qu'il y a un moment où on dit ah mais oui mais tu brûles tout, etc. Bon, ça fait 10 ans que tout le monde me dit que je brûle tout, je suis encore là. Et ce que j'ai fait en 10 ans, voilà, c'est plus de 120 pays explorés par voie terrestre, des défis physiques aux quatre coins du globe. Voilà, je pense que voilà, ça montre qu'on peut le faire. J'ai pas fini ma vie, je sais pas comment ça finira, etc. En tout cas, sur les 10 années où je me suis sorti un peu du système classique et des priorités qui sont priorités long terme, effectivement, souvent données par le système dans le pays dans lequel on vit. Mais j'insiste, on a tous la force psychologique de penser comme un berger berbère ou comme un et se dire waouh, d'un coup, si j'étais berger berbère, si j'avais un passeport et si j'avais un peu d'argent sur mon compte, qu'est-ce que je ferais? Bah, le berger berbère, il ferait quelque chose de ses rêves. Tu vois ce que je veux dire? Il a pas matériellement, il n'a pas envie d'investir grand-chose, il n'a pas besoin de grand-chose, il vit avec rien. Donc finalement, il va associer l'argent réellement à une réalisation de rêves plus grands, qui ne sont pas forcément le fait de voyager, mais il va changer sa vie. Il va faire quelque chose de différent. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Il ne va pas rester dans le système. Et la plupart des gens, effectivement, on nous inculque la réussite par rapport à la croissance de ton jardin, l'augmentation annuelle de 5 à 20%, qui est quelque chose qui ne me correspond plus réellement, ça c'est vrai. Mais du coup, toi qui es un peu parti de ce système-là, comment t'expliquerais le fait que moi, je pense sincèrement qu'il y a que tout le monde, c'est pas il y a beaucoup de gens, je pense que tout le monde a des rêves, des objectifs et cetera, mais en tout cas dans notre société, beaucoup d'entre eux restent dans ce qu'ils sont en train de faire, alors que peut-être au fond d'eux, ils savent que c'est pas réellement ce qu'ils ont envie de faire, mais ils restent dedans comme si c'était un petit peu une obligation et
ils ont un peu peut-être peur de sortir de ça parce qu'ils connaissent pas un peu, ce qui s'y trouve, enfin, ils ont peur de l'inconnu, en fait, clairement. Comment toi t'expliques le fait que ces personnes-là ne n'osent pas justement passer le cap que toi tu as franchi? La peur, la peur, la peur. On a tous des peurs. On a plein de peurs intrinsèques. J'ai plein de peurs. Mais mon expérience des premiers départs m'a montré que les peurs qu'on avait étaient souvent irrationnelles, que dès qu'on fait le premier pas, la plupart des peurs qu'on avait en pensant au projet s'évanouissent. Il y a d'autres difficultés qui apparaissent, qu'on va affronter, etc. Mais globalement, la peur qu'on a, on a beaucoup de peur irrationnelle. C'est-à-dire qu'on est rempli de peur. La société, le monde, on est dans un monde dans lequel on a la peur de l'autre. L'information BFM TV et compagnie nous transmet la peur des pays, la peur de découvrir, la peur des différences. Mon expérience de 118 pays, ça m'a fait amener dans des pays qui étaient des pays compliqués. L'Iran, l'Irak, des pays où on dira il ne faut jamais y aller. Et pourtant, je suis aujourd'hui un de ceux qui te diront mais allez en Iran, c'est urgent d'aller voir sur place la vie sur place, vous faire un point de vue, n'écoutez pas uniquement les médias et allez vous faire une idée sur place, rencontrer des gens. L'Irak c'est pareil, la plupart des pays dont on parle en négatif dans le monde, finalement l'expérience que j'en ai eue en allant sur place, même si j'avais des peurs, évidemment on a des a priori etc, j'ai toujours été surpris en positif. Et c'est globalement la leçon de vie que j'ai, c'est quand on fait le premier pas, quand on s'engage dans ces projets, c'est valable en sport, c'est valable dans ce que tu veux, etc. Globalement, les difficultés paraissent moins grandes dès qu'on a fait le premier pas. Et la léthargie de la personne qui reste dans son statu quo, effectivement, fait que on est dans la zone de confort quand on est tu garantis voilà, ta semaine de travail, tes congés payés, tes 5 semaines par an, tout va bien, etc. Dès que tu sors de ces choses classiques, tu as quand même des belles surprises qui vont arriver. C'est-à-dire que le fait de changer tout le mode de vie, le mode de déplacement, le mode de voyage, le temps va se distordre. On va avoir une version du temps différente. Tu vas réussir à dire, ah oui, mais attends, si j'ai un mois de voyage, tout seul ou avec ma famille et mes enfants, on part. Au lieu de partir une semaine au ski avec tout claveté, machin, etc., à faire 3 fois des remontées mécaniques par jour, je pars un mois, je pars faire un road trip. Je vais découvrir au jour le jour plein de choses différentes. Je ne réserve plus. J'ai un mois, donc j'ai le temps de pas prendre de billet retour et de ne pas savoir où je vais dormir le soir. Ce mode de voyage est ce qui a fait la richesse principalement des voyages, en permettant l'imprévu. C'est-à-dire que tu vas réussir à partir à l'aventure sans savoir où tu vas dormir, et en t'ouvrant à plein de possibilités, te faire inviter, dormir quelque part de différent, trouver un endroit qui soit magnifique pour aller faire un bivouac, etc. Et ça, j'insiste, 99,9% des gens ne le vivront jamais parce qu'on reste dans un schéma dans lequel on a peu de temps pour son temps libre, pour ses passions, etc. Quand on part, on planifie tout. Tu planifies ta semaine de congé avec ton jour par jour. Si tu fais ça, tu n'auras jamais de bonnes surprises. C'est-à-dire que ça va bien se passer, etc. Mais tu n'auras jamais des rencontres en dehors des standards. Ce qui se passe de ma vie depuis 10 ans, ça fait 10 ans que je rencontre des gens dans tous les pays et que les portes s'ouvrent. J'ai dormi chez des pêcheurs au Sénégal, j'ai dormi chez des Iraniens, des Iraniennes, j'ai dormi partout, je me suis fait ouvrir des portes aux 4 coins du monde, et finalement, c'est grâce à la gentillesse des gens, et c'est grâce aussi à la capacité qu'on a de ne pas avoir trop peur et de ne pas anticiper réellement ce qui va se passer. D'accord? C'est quelque chose qui est fondamental. Mais c'est là où, en fait, là, tu racontes que tu te fais inviter et cetera. Là où peut-être dans le système dans lequel on est, en Belgique, en France, peut-être pas, dans les campagnes profondes, mais je pense que beaucoup de gens vont pas vouloir t'accepter chez eux sans te connaître. Donc ça prouve l'ouverture de certaines autres cultures. C'est vrai. La France n'est pas le pays le plus accueillant pour un backpacker ou pour un nomade. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors, il y a des pays où les portes s'ouvrent plus facilement que d'autres. En France, je t'avoue aussi, je me suis fait accueillir avec grand plaisir. C'est que j'ai laissé l'opportunité. Les réseaux sociaux en France aident un petit peu. Quand tu es connu un peu sur les réseaux, ça permet que les gens t'ouvrent les portes. Ils ont déjà vu ta tête, ils savent à peu près que ton mode de voyage, ils savent que t'es pas un psychopathe, et ils ouvrent la porte. Mais c'est vrai que là, c'est valable en France. Voilà, en France, en Espagne, au Brésil, là où je suis un peu connu, ça m'aide à trouver des points de chute chez les gens. Quand je pars dans des pays en Afrique, en Asie, dans des pays d'Amérique du Sud du reculé, je ne suis pas du tout connu. Donc là, je ne peux compter que sur les rencontres. Et les rencontres se font souvent dans les transports aussi, dans les transports, dans le mode de déplacement que tu as. Quand tu transportes en transport local,
Il y a toutes les chances que si tu sois dans une voiture partagée ou en train de faire du stop, et cetera, la personne qui prendra en stop ou la famille qui partagera avec toi le bus pour aller voilà, d'une ville perdue à une autre ville perdue, les échanges que tu auras, même dans une langue un peu avec les mains, avec machin, feront que les portes s'ouvriront assez vite. D'accord. J'insiste là-dessus, mais c'est voilà, pour partir à la découverte du monde, les plus belles rencontres se font souvent sans les planifier. Quand on planifie sa vie, voilà, on se ferme des portes. Tu vas refuser une invitation. Ça peut t'arriver, ah, tu vas être invité, il va dire, ah non, j'ai déjà réservé les 3 prochains jours, je sais où je serai. J'évite ça. J'évite ça maintenant, je ne m'inquiète pas de là où je vais dormir jusqu'à 18 h le soir. C'est quelque chose voilà, qui me réussit plutôt bien et que je conseille d'essayer quand il faut prendre un peu de temps. Voilà. Mais tu vois, tu parlais de BFM TV et cetera. C'est quoi ta relation avec les médias, les informations? Traditionnel. Bon, ça fait 20 ans que j'ai pas de télé, ça fait 20 ans que je me connecte uniquement aux médias par via du téléphone. Je lis un peu l'actualité, je vais lire la presse, hein, Le Figaro, Le Monde, je me tiens à jour. En décalé, j'évite de réagir à chaud déjà, voilà, quand je suis en voyage, on se sent tellement loin des préoccupations quotidiennes de politique locale, etc., que voilà, ça fait un bout de temps que j'ai pris la distance. J'écoute les informations, je suis pas non plus, je suis pas neutre, mais j'évite de juger un pays par rapport à ce qu'on m'en dit, d'accord. Par exemple, mon prochain défi, c'est d'aller, dans peu de temps, je vais essayer d'aller voir l'Afghanistan, Bangladesh, Pakistan. L'Afghanistan, si tu écoutes BFM TV, tous les jours, tu auras une information négative qui dira telle loi des talibans contre les femmes, qui sont des informations réelles. Je ne te dis pas que ça n'existe pas, mais qui te cloisonnent dans une vision d'un peuple qui finalement, tu dis, mais attends, la plupart des gens vont se fermer les portes de ce pays, alors que ce pays, les quelques personnes qui ont été récemment, depuis 2 ou 3 ans, te diront non, non, c'est un pays accueillant et ce qui se passe est intéressant et ça mérite la peine d'être découvert. Donc j'insiste là-dessus, mais en fin de compte, BFM TV ou les médias te transmettent une bien-pensance classique qui te dit machin, on a raison, et puis ça te ferme les portes, boycotter la moitié du monde qui ne pense pas comme vous. Mon expérience des pays où j'ai été, c'est que globalement, quand on va sur place, on trouve que les hommes sont tous pareils. On est tous sur une même planète. On est un grand pays, finalement, avec des langues différentes, quelques frontières ont été tracées, mais les priorités de toutes les personnes que j'ai rencontrées dans le monde, toutes les familles de tous les pays, toujours pareil. C'est le bien-être de leurs enfants, c'est le bonheur au jour le jour, c'est de voir grandir leurs enfants, c'est de réussir à s'épanouir à niveau personnel. On est sûr, tout le monde a les mêmes ambitions, finalement. J'ai très peu croisé j'ai jamais croisé en 10 ans d'exploration de haine profonde, de peuples haineux, de rancœur, etc. Même des pays où on pense qu'on n'est pas les bienvenus, finalement, avec voilà, ma tête de français. J'ai été accueilli à bras ouverts dans tous les pays où j'ai été. T'as jamais eu des mauvaises expériences? Très peu. Très très peu de mauvaises expériences. Très, très peu de mauvaises expériences. Non, non, réellement, mon expérience est d'insécurité, j'ai très très peu de bonnes expériences. Je suis un passionné du Brésil, par exemple. Le Brésil, ça fait souvent les gros titres, on parle de l'insécurité au Brésil. J'ai vécu 5 ans au Brésil, à l'époque où j'étais ingénieur, et depuis 10 ans, je suis marié avec une Brésilienne, et on repasse au moins 3 mois par an à Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, ça serait une des villes les plus dangereuses du monde, effectivement. Il y a un taux de criminalité et d'homicide assez élevé. Et pourtant, je conseillerais à tout le monde voilà, de venir voir, tous ceux qui viendront à Rio et au Brésil te diront oui, d'accord, les chiffres sont vrais, la criminalité existe, mais à côté de ça, toute personne qui va au Brésil te dit non, il faut y venir de manière consciente. Il y a des règles à respecter. Je suis devenu un expert d'exploration des montagnes de Rio de Janeiro avec la traversée des favelas, qui sont voilà, les bidonvilles, bon, entre guillemets, qui y a partout autour des montagnes dans la ville. Et voilà, il y a des règles à respecter, tu crois des trafiquants, il faut faire attention, mais finalement, tu t'aperçois que on n'est pas réellement en danger. Au Brésil, je dis, voilà, le touriste ou la personne étrangère, tant qu'elle est respectueuse des règles locales, n'est pas en danger réel. D'accord. Le taux d'homicide est principalement lié aux trafiquants et aux policiers. Voilà, c'est pas la bonne réponse, mais c'est la réponse. C'est-à-dire, ceux qui meurent ne sont pas forcément les touristes, loin de là. Donc il faut y aller. T'as déjà été au Brésil? Jamais, jamais fait l'Amérique du Sud. Je vais te faire une liste très très longue, mais tout est à voir. Mais le Brésil est mon pays de cœur et c'est quelque chose qui. Voilà, j'ai mon dernier enfant qui a 7 ans qui est brésilien, qui est né au Brésil, qui vit aussi au Pays Basque maintenant avec nous, mais mon lien au Brésil est profond. Trop bien. Du coup, en fait, tu te rends compte que c il faut pas croire spécialement tout ce qui est mis dans les journaux, dans les infos. C'est là où moi je suis loin de tout ça aussi parce qu'en fait, si tu regardes, on va te montrer que des mauvaises nouvelles, que des choses anxiogènes. Donc en fait, peut-être qu'elles sont réellement présentes elles sont peut-être réellement présentes dans la vie, mais il y a pas que ça.
on va pas te dire: «Aujourd'hui, à Rio, il ne s'est rien passé», parce que ça va pas faire vendre. Exactement. Alors, je ne mets pas en cause la véracité des informations qui sont mises, qui sont données, et cetera. Effectivement, je mets en cause le ratio qu'on a de d'informations négatives par rapport aux informations positives d'un pays. Exemple, l'Iran. L'Iran, tu écoutes les informations BFM TV, tu écoutes les médias. L'Iran est un pays sur lequel il y aurait des terroristes de partout, hyper dangereux, la bombe nucléaire, ils coupent les mains, ils coupent les têtes, ils décapitent, etc. Ça, c'est l'information qu'on te donne. Les choses sont vraies. Il y a 400 condamnés à mort qui sont exécutés par an en Iran. Il y a une politique de développer l'arme nucléaire, comme d'autres pays l'ont eu, mais effectivement, c'est mal vu par le bloc de l'Ouest. Tout ça, c'est vrai. J'ai été en Iran avec tous ces a priori. En Iran, j'ai découvert le peuple le plus gentil du monde. D'accord. C'est un peuple incroyable. Iraniens et Iraniennes m'ont ouvert leurs portes avec une bienveillance incroyable. C'est un pays dans lequel je me suis senti en profonde sécurité. Pendant un mois en Iran, à explorer l'Iran du nord au sud, d'accord, j'ai jamais été aussi en sécurité de ma vie. C'est-à-dire que j'ai pas vu une arme pendant un mois. Il n'y a pas un policier armé dans l'Iran. Les frontières sont gardées. On me dira, ah, peut-être service secret, etc. Oui, on peut dire ce qu'on veut. Je dis ce que j'ai vu moi. J'ai été accueilli chez les Iraniens, d'accord. J'ai vu des choses, j'ai vu les lois effectivement islamiques, j'ai vu un petit peu de lois appliquées sur le port du voile, etc. Ça, je l'ai vu aussi. Je l'ai vu aussi. J'ai pas vu de violence, j'ai vu des hommes et des femmes iraniennes faire du stand-up paddle en maillot de bain dans le sud de l'Iran, voilà. J'ai vu des choses qu'on imagine. Enfin, j'ai vu la réalité de l'Iran. Et je le redis, si tu écoutes les médias, tu as raison, tu vas te limiter à plein de trucs négatifs. D'accord. La réalité de l'Iran, je dis, c'est un des pays urgents à découvrir. Les médias, et pas que les médias, les ambassades te feront un discours classique de sécurité en disant ah, n'y va pas, n'y va pas. L'ambassade de France te dit n'y va pas, tu vas être pris en otage. Ce qui est une connerie. Ce qui est une connerie profonde. L'Iran ne prend pas d'otages. D'accord. L'Iran ne prend pas d'otages. L'Iran aujourd'hui, il a une politique effectivement d'empêcher l'espionnage. Ils font attention à. Donc si t'es ni espion, ni dans les manifs anti-gouvernement, si tu y vas juste pour observer, voilà, il n'y a pas de, il y a aucun danger pour toi. Je le dis, je le redis. Avant, je ne l'aurais pas dit, mais maintenant, avec du recul, je le redis. La politique du bloc de l'Ouest qui suit les Américains en disant on diabolise des pays comme ça, on déconseille à nos concitoyens d'aller sur place. Il y a des centaines et des centaines de Français au jour le jour, hein, aujourd'hui, en Iran, qui se promènent en vélo, à pied, etc., et qui découvrent ce pays incroyable. On pense que l'Iran n'est pas touristique. L'Iran, il y a des milliers et des milliers de touristes chinois et russes tous les jours en Iran qui se promènent, hommes, femmes seules, machin, etc., qui profitent de l'Iran. On est juste sur une vision des blocs. C'est-à-dire que BFM TV fait partie de la séparation des blocs. D'accord. Le conflit Ukraine-Russie, le conflit Iran-États-Unis. On pense que les vérités sont absolues. Quand tu voyages, tu le verras beaucoup parmi tous les gens qui sont un peu en road trip, des gens qui même en vélo, en bike trip, machin, etc. On s'aperçoit souvent que ces gens-là ont une vision un peu différente. Ils vont se dire, oui, non. Bon, le monde musulman, par exemple, c'est souvent les pays où j'ai été le plus en sécurité, où j'ai eu une perception de bien-être assez forte. D'accord. Et tu vois, c'est complètement en dehors des habitudes. Même moi, j'ai changé de point de vue là-dessus. Hein. Si tu me demandes, j'ai eu une éducation catholique, classique, etc., dans laquelle j'avais des préjugés. Mais j'ai évolué. J'ai évolué. Aujourd'hui, je dis, on est une grande planète, il n'y a pas. Là, il n'y a pas, voilà, y a pas vraiment de grands méchants, de blocs du mal, etc. Il y a des intérêts économiques, des intérêts militaro-industriels, mais à part ça, voilà, la bienveillance se trouve partout. C'est intéressant de le dire et que ce soit quelqu'un qui a réellement été dans ces endroits-là et c'est important de l'entendre, je pense, parce que si tu te limites, comme tu dis, et c'est la majorité des gens, à ce qui se passe, à la télé, bah, en fait, tu n'iras jamais dans ces pays-là parce que tu préfères des pays où c'est safe, en tout cas safe selon la télé. Ouais, tu as très peur. Tu as très peur. Si tu me demandes un des pays où où je me sens le moins en sécurité, bah, c'est les États-Unis. Ouais, les États-Unis, à chaque fois que j'y étais, les grandes villes américaines, Los Angeles, sincèrement, San Diego, c'est des villes. T'as déjà été ou pas aux États-Unis? C'est une. Ouais, j'avais fait une fois, mais quand j'étais plus jeune, j'avais 14 Ouais. ans donc Bon, écoute, non, voilà, voilà, le rêve américain. Alors autant les grands parcs nationaux et la partie naturelle m'attirent, autant les grandes villes américaines, par exemple, voilà, je me sens en insécurité dans les rues la nuit, avec effectivement voilà, quelque chose de différent qui n'est pas du tout ce que tu vois dans beaucoup de pays qu'on dit dangereux. mmh. Et tu le disais, tu voyages en minimaliste. Ouais. Tu voyages comment? Avec quoi? Et pourquoi ce choix-là? Alors j'ai évolué, j'ai évolué. J'ai commencé il y a 10-15 ans, j'avais un sac à dos de backpacker, un sac à dos de 30 litres, Décathlon, voilà. Et puis au fur et à mesure de mes trips où je partais 3-4 mois, je revenais, tu t'aperçois que ton sac, la moitié du sac, ça ne servait à rien, première chose. C'est-à-dire, tu déballes tes trucs, tu dis, ah, j'avais plein de trucs au cas où, ça ne sert à rien. Et là, aujourd'hui, je voyage avec un sac bagage cabine,
pas grand-chose, qui me permet de faire du vélo, qui me permet de courir, qui me permet de... Voilà, je pars avec ça. Mon expérience, c'est de dégager de mon sac tout ce qui est au cas où. C'est-à-dire que le au cas où, quand tu l'emmènes, j'emmène une deuxième paire de chaussures, j'emmène une veste de pluie, j'emmène une énorme doudoune au cas où j'ai froid. Tout ça, tu aperçois que bon, on réussit quand même à bien gérer le au cas où avec des choses particulières, ponctuelles. Aujourd'hui, là, je suis parti, tu vois, je suis reparti 2 mois et demi explorer le Maghreb, le Maroc, etc. J'avais rien au cas où. J'avais quand même un petit sac de couchage qui occupe la moitié de mon sac à dos, que j'ai pas toujours. Ça dépend des. Parfois, j'ai juste un sac à viande, un sac de soie qui me suffit en général à dormir dans les pays chauds. Là, j'avais un sac de couchage qui m'a servi. C'était quand même assez froid, l'Atlas à plus de 2500 dans la neige. Mais voilà, c'est l'avantage de ce mode de voyage. Alors, première chose, facilité de déplacement, tu marches, je marche beaucoup, je marche le plus possible, je fais du stop, c'est facile à faire du stop, c'est facile à prendre un bus, c'est facile à prendre le transport local, et puis surtout, tu es facile, voilà, tu as besoin d'aide, ça je le dis souvent, ma théorie là-dessus, maintenant que j'ai théorisé un petit peu cette pratique, c'est que moins j'emporte, plus je dois aller vers l'autre, plus je dois trouver des solutions pour avancer. Il y a deux stratégies, par exemple, tu vas faire un bivouac, tu vas faire une traversée d'une montagne, machin, etc., en autonomie. En autonomie, tu vas prendre un sac à dos avec ton réchaud, ta bouffe pour 3 jours, ta tente, de quoi avoir chaud, etc. Tu es en autonomie, tu vas avoir une relation avec la nature qui est intéressante et que je ne critique pas. Mais ce que je cherche souvent, c'est la partie naturelle et la partie humaine. Donc, moi, je vais faire la même chose. Je vais partir traverser les Pyrénées, le GR10, faire le tour du Mont Blanc, je vais faire le GR20 en Corse. Je pars avec un petit sac à dos qui me permet d'aller plus vite. Je vais réussir à faire des étapes de 35, 40 bornes par jour. Je vais devoir à chaque fois trouver des points de chute plutôt avec un refuge, avec quelqu'un qui gère. C'est-à-dire que je ne suis pas complètement autonome sur. Et pour le coup, voilà, je me déplace plus vite, je rencontre plus de gens. Et finalement, je fais appel aussi à la bienveillance ou à l'ouverture. C'est le fait de. Voilà, tu t'aperçois que quand tu pars comme ça, tu n'es jamais tout seul. Je ne cherche pas à être. Voilà, je sais gérer 3-4 jours d'autonomie tout seul, mais mon vrai bonheur, c'est cette relation qu'on a avec les locaux que tu trouves grâce au fait que tu as un tout petit sac. Tu as besoin de trouver des gens sur le chemin pour te donner un coup de main, sinon ça va être compliqué. Voilà. Et justement, ça en vient au fait qu'on parle, c'est clairement, tu vas chercher un peu l'inconnu. C'est quoi ta relation avec l'inconnu, là où je pense beaucoup de gens essayent de l'éviter? Oui, alors je suis devenu un passionné de l'inconnu, la sensation de vivre profondément. Quand tu sens que devant toi, tu as le doute, tu te dis dans quoi je m'engage. Et quand je pars sur un trip de 2-3 mois, traverser tous les pays en ce temps, j'ai fait par exemple le chemin de la soie en sens inverse. En 3 mois, je suis parti du Kirghizistan, Bichkek, et j'ai essayé à rentrer à Bidar, mon village, sur la côte basque, sans prendre l'avion, en traversant tous les pays divers et variés. Ça va de l'Ouzbékistan, du Kazakhstan, du Tadjikistan, de l'Iran, l'Irak, etc., qui sont des pays qui m'ont pris du temps, sur lesquels j'ai découvert que voilà, la peur de l'inconnu, je l'avais au début. Le premier jour où je suis arrivé à Bishkek, je me suis dit, mais dans quoi tu t'es engagé encore? C'est quoi ton idée? Et à chaque fois que tu pars, au bout d'un jour ou deux, tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai bien fait de partir? Tu as découvert tellement de choses, tu as commencé à prendre un mode de nomadisme dans lequel tu traverses des pays, tu as rencontré tellement de monde, que ce changement de sortir de cette routine qui nous rassure, mais finalement qui ne nous remplit pas forcément l'âme. Pas tous, j'insiste là-dessus. Hein. Chacun a ses rêves. Les personnes peuvent être parfaitement en accord avec cette routine qui leur remplit l'âme, avec les week-ends, voilà, travailler là-dessus. Moi, personnellement, je suis devenu un drogué de relations, de relations, d'expériences. Et pour ça, j'ai découvert que les relations que tu as, les expériences que tu vis, dès que tu sors de ta zone de confort, dès que tu sors de ta routine, sont des millions de fois plus riches que tout ce que tu pourras vivre en restant chez toi dans le mode de vie que tu auras au jour le jour. Et le temps passe. Le temps passe pour tout. J'ai 47 ans. T'as quel âge, Sylvain? J'ai 25 ans. C'est urgent. Tout est urgent. Tout est urgent, c'est pareil. Le compteur, il a commencé, le compteur. Et quand on le perçoit, on se dit oui, il faut que je parte, il faut que je vive un truc différent. Et souvent, le premier truc qu'on vit différent sera quand même, ça va te conditionner pour la suite. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a vécu ce premier saut vers l'inconnu, dans le fait, on dit je pars sans avoir de réservé de rien du tout. Je ne sais pas où je vais dormir dans les prochains mois, je ne sais pas comment je vais revenir, j'ai pas de billet retour. Je vais prendre une trajectoire. Je vais traverser. Tu pars de chez toi et tu te dis je vais aller jusqu'à Istanbul pour commencer. Je vais aller jusqu'au Japon en vélo. Tu vois, les trucs que font pas mal de sportifs. Et ben finalement, tu t'aperçois que ça, on est quelques-uns. Tu en auras sûrement en podcast, mais on est quelques-uns à avoir compris que ça fonctionne. C'est-à-dire que
on est une petite partie de la population mondiale à avoir compris que ce nomadisme, en fin de compte, il se passe bien. Quand on a peur de plein de trucs, et puis au bout de 2 jours, on dit ah mais c'est bon. Les 2 fois de suite, j'ai trouvé une solution. J'ai dormi en vrac là. Dans le pire des cas, il faut être prêt à dormir effectivement dans des situations sous un porche d'église, parfois dans des situations un peu scabreuses. Mais c'est pas grave. Si tu as déjà vécu le pire des nuits de ta vie, le reste, ça sera un peu mieux. Tu auras une porte qui va s'ouvrir, ou tu auras un dortoir qui va te donner, voilà, où tu seras bien accueilli. Et ça fait que voilà, l'expérience de ce premier départ est fondamentale et fait les gens découvrir que l'aventure n'est finalement pas si difficile que ça. Tu vas partir où? T'es parti où la dernière fois, toi? Dernier départ, c'était quand? Dernier départ, c'était à Lisbonne, il y a pas très longtemps, mais c'était en vacances organisées. D'accord, c'est bien. Prochain départ. Aucune idée. Prochain départ, faut d'abord voir quand, j'aurai des vacances, mais Ouais. aucune idée pour l'instant. Après, ce type d'aventure, peut-être pas dans l'extrême, mais commencer à partir solo, j'ai déjà fait. Après, c'était l'histoire de 1-2 jours l'année dernière en solo dans des villes en France, tu vois? Mais Ouais. j'avais kiffé ce style, Nomade. de voyage, mais j'ai pas encore passé le cap de aller à la rencontre des gens pour dormir chez les gens, donc partir solo, je l'ai déjà fait à petite échelle. J'ai envie de le faire à plus grande échelle, peut-être dans un autre pays aussi, où tu Mhm. parles pas la langue, où tu dois parler anglais, par exemple. Ouais, ouais. Organiser et puis peut-être petit à petit, tu vois, en fait, step by step plutôt que de Ouais. directement prendre le virage. Non, c'est bien. Une bonne solution pour débuter, là, pour débuter. Le nomadisme, ça peut s'apprendre aussi sur des itinéraires connus. Tu vois, je en parlais tout à l'heure, je parlais du GR10, le sentier qui traverse les Pyrénées depuis Hendaye jusqu'à Banyuls. C'est structuré, tu le fais entre juin et septembre. Tu as des refuges tous les 20 bornes dans lesquels tu peux faire du nomadisme d'aventure montagnarde. Donc c'est du sport, c'est extrêmement sportif quand même, mais avec des refuges en structuration pour manger et dormir. Le Tour du Mont Blanc, pareil, même principe. Un GR que tu peux suivre voilà, on va dire, entre 5 et 10 jours en groupe pour faire le Tour du Mont Blanc. Donc France, Italie, Suisse. Une aventure qui est finalement très simple. Prendre le départ avec des refuges qui te permettent. GR20, c'est pareil encore, c'est à faire. Ça, c'est en Europe. Et ensuite, pour le nomadisme de base, je conseille toujours de faire le chemin de Compostelle. Tu vois, je parlais du monde musulman et pourtant je défends là le monde catholique. Le chemin de Compostelle, il y en a plusieurs. Tu en as 5, 6 qui existent. Tu as le Camino Frances, qui est un chemin qui part du Puy-en-Velay, qui va à Saint-Jean-Pied-de-Port, à la frontière entre la France et l'Espagne, et qui traverse après jusqu'à Santiago de Compostelle, d'accord, qui est le point final du chemin de Compostelle. Le chemin de Compostelle, en gros, c'est la formation des débutants du nomadisme. C'est-à-dire que tu prends un sac à dos de 7 kilos, dans lequel tu as un petit sac de couchage et un peu d'affaires techniques, et avec ça, tu réussis à vivre depuis le Puy-en-Velay jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle, ça prend 2 mois. Depuis la frontière espagnole jusqu'à Saint-Jacques, c'est 1 mois. Donc, c'est ce que tu peux faire, 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois. Certains, ils passent 10 ans parce qu'ils finissent par prendre tous les chemins et ils tournent en rond en Europe avec ces chemins-là qui sont structurés avec des auberges. Il n'y a aucune difficulté, tu marches, le cheminement est marqué et les rencontres sont garanties parce que les rencontres, tu les auras sur le chemin, dans les auberges. Tu auras des pèlerins qui sont tous dans une phase de vie intéressante, ils se sont libérés du temps, ils ont réussi à sortir cette question de te dire tous les gens que tu verras sur le chemin de Compostelle, la plupart, sont dans une phase de transition. Ça peut être un changement de boulot, ça peut être un divorce, ça peut être la perte d'un proche, qui est souvent quelque chose qui fait accélérer la perception du temps. Ils ont fait le pas, ils ont dit ah ben, mon rêve c'est quand même de marcher un petit peu. Et finalement, ce chemin de Compostelle, je ne sais pas si tu l'avais en tête, mais si un jour tu peux le faire, c'est une belle surprise. C'est très simple, enfin c'est très simple. Oui, c'est simple. Le premier pas est difficile, mais finalement, au bout d'une journée, tu fais ah ben c'est bon, je suis parti, j'ai fait les premiers pas, je vais marcher 20, je vais peut-être courir 40. Chacun le fait comme il veut, tu peux le faire en vélo, tu peux le faire à pied, en courant, machin, etc. Mais faites-le. OK, je prends note. Je prends note de tous ces petits conseils. Ouais, ouais, celui-là, il est facile. Et je sais que tu as évidemment rencontré énormément de gens sur, tous tes voyages et cetera. Est-ce qu'il y a peut-être une rencontre ou certaines rencontres qui t'ont peut-être touché un peu plus ou peut-être une phrase qu'une personne t'a dit et qui te marque encore maintenant? Est-ce que partager un petit peu ça? Alors, je vais te donner 2 types de rencontres qui m'ont marqué. 1er type de rencontre, c'est les personnes locales dans des pays, qui sont pauvres selon les critères habituels. On appelle ça des pays pauvres, c'est ces gens qui n'ont quasiment rien, qui vivent avec rien. Dernière rencontre, c'était donc dans l'Atlas marocain. J'étais à plus de 1000 mètres. Je traversais l'Atlas à pied sur une dizaine de jours. Je me suis dit, je vais traverser complètement l'Atlas en évoluant entre 2000 et 3000 mètres. La seule chose qu'il y a là, il n'y a même plus des villages. Il y a quelques bergeries avec des bergers. Et c'est ces personnes-là qui m'ont accueilli pour dormir. D'accord, et ça, cette rencontre-là m'a marqué profondément parce que ça te fait toujours repenser sur tes priorités. Te dire, ces gens-là, ils vivent dans un monde au jour le jour réellement, dans le présent. Nous, quand on dit vivre dans le présent, on le dit comme ça, mais on n'a pas compris, par contre.
eux, ils vivent vraiment dans le présent parce qu'ils n'ont pas beaucoup de marge de manœuvre et pourtant ils m'ont accueilli, ils m'ont donné à manger, ils m'ont fait une tagine, on a dormi par terre, toute la famille, 4 enfants. Et je me suis dit: «Waouh!» Ça m'a confirmé dans le fait de dire: «Notre perception des réalités peut être différente de d'autres réalités». C'est-à-dire qu'il y a pas une vérité absolue et il existe plusieurs personnes qui cohabitent dans ce monde avec des vérités un peu différentes. Donc vraiment, c'est voilà, ces peuples avec des moyens limités m'ont toujours inspiré en termes de confirmation de mes choix de vie, dans le fait qu'on peut avoir quelque chose borderline, on n'est pas obligé de suivre le système dans le pays dans lequel on est. Et puis voilà, c'est toujours difficile de raccorder, mais en tout cas, ça m'a confirmé. Et puis en plus, les deuxièmes types de rencontres qui me marquent, c'est des rencontres avec peu de personnes que je rencontre, mais qui sont des nomades comme moi, des voyageurs, parfois des Européens, des étrangers. Là, tu vois, j'ai rencontré Steven Lerik il y a 2 semaines dans le désert marocain. On était dans le Sahara pour faire une course qui s'appelait le Grand Trail de la Vallée du Drap. Et Steven, voilà, je lui ai dit, et je te le dis aussi, j'ai eu un coup de foudre amical avec cette personne parce que je me suis retrouvé. Il est un peu plus jeune que moi, il est plus sportif en termes d'ancien professionnel cycliste, donc il a un peu plus de bagages, mais on s'est retrouvé à partager une aventure ensemble. Et j'ai trouvé quelqu'un qui avait une perception du monde qui était proche de la mienne, dans laquelle voilà, ça te rassure, on se sent moins seul. On est quelques personnes, on est peut-être du 0,001% de la population mondiale qui a une vision ouverte du monde. Et la plupart des voyageurs, Steven en fait partie, il voyage principalement en vélo, en mode minimaliste, mais pareil, hein, il ne sait pas où il dort le soir, il s'engage, il peut bivouaquer, s'il trouve un hôtel, tant mieux, mais je veux dire, il s'engage dans des modes de nomadisme qui sont compliqués, et il a une vision du monde qui est proche de ce que je ressens, et souvent, la plupart des gens qui partons, qui avons fait l'effort de partir, on a à peu près le même discours. Ce qui est assez fou, c'est que cette vérité qu'on dit par rapport à notre expérience se répétera. Toutes les personnes que tu intervieweras qui ont plus de 50, 60, 70 pays sont des personnes qui te diront à peu près la même chose, qui diront partez, allez-y, n'écoutez pas ce qu'on vous dit et allez de l'avant. Et voilà, donc les rencontres, tu vois, les rencontres sont multiples. Les gens locaux, et puis les personnes voyageant que tu vas croiser sur des bouts de chemin, avec qui tu partageras un bout de chemin, qui vont aussi te remplir l'âme. Voilà. Et avec tous ces voyages que tu fais, qu'est-ce que tu recherches en partant? En partant à chaque fois, je cherche à être vivant, je cherche à ressentir le plaisir de cette découverte. Donc j'ai la chance de découvrir beaucoup de choses que je partage sur les réseaux parce que j'ai toujours l'impression de vivre quelque chose d'exceptionnel et je pense réellement que j'ai eu une vie exceptionnelle. Donc je le partage avec grand plaisir. Ce que je cherche à chaque fois, c'est une profonde sensation d'être vivant. C'est-à-dire que aujourd'hui, je suis devenu hyper exigeant. Je parlais tout à l'heure sur le temps qui passe. Le temps s'écoule. Le temps s'écoule vite pour tous. Tu as 25 ans, mais c'est pareil. Ton horloge, elle s'engraine. Donc moi, j'ai 47 ans. Quoi qu'il arrive, mon physique, mon physique d'athlète, il est en décroissance. C'est-à-dire que je ne vais pas avoir des podiums, etc. Donc ma recherche, elle n'est pas tant dans l'exploit sportif, elle est vraiment dans la communion, dans la découverte, dans le fait dans le partage et dans le fait d'être sûr que chaque jour qui passe compte. D'accord. La plupart des gens qui passent une journée classique, je ne suis pas sûr qu'à la fin de la journée, ils vont me dire ah, et ma journée, elle a compté aujourd'hui. Je suis rentré à 20h de mon travail, mon fils est déjà couché, je n'ai pas eu le temps de faire les devoirs avec lui, mais voilà. Je fais tous les jours attention à ce que la journée compte, que ce soit dans mes voyages tout seul, mes voyages en famille, dans ma vie de famille, quand je suis présent à la maison, à Bidar ou au Brésil, je fais pareil. Je veux que la journée ait du sens et le contenu. Je priorise les temps avec mes fils, avec ma femme, je priorise le temps avec mes enfants. C'est quelque chose qui me tient à cœur. Je veux absolument que les journées, les moments comptent. Voilà, donc c'est valable pour tout, pour ma vie de manière générale, qui est une perception un peu différente du commun des mortels, dans laquelle voilà, je me suis intégré depuis 10 ans. Et tu parles de tes enfants. Ouais. Qu'est-ce que tu as envie ou qu'est-ce que tu leur inculques comme valeur, comme vision de la vie peut-être? Qu'est-ce que tu as envie de leur transmettre? Alors mon rêve profond, mon rêve profond est toujours le même, c'est de pouvoir partir, un jour avec mes 3 enfants, à la découverte du monde, les emmener avec moi. J'ai réussi à le faire pas mal, c'est-à-dire que, mon dernier fils de 7 ans, il a déjà 28 pays à son actif, 28 pays. 28 pays, quand tu réfléchis, voilà, c'est plus de pays que la plupart des adultes du monde parcourront jamais. Et il l'a fait en mode sac à dos avec moi sur les épaules, en dormant tous les jours de manière nomade. Donc j'ai déjà transmis une partie de ce nomadisme, cette ouverture au monde. Il l'a déjà perçu en partie en voyage. Et je pense que le vrai message que je passe à mes enfants, c'est de jamais renoncer à leurs rêves. Je suis l'incarnation de quelqu'un qui a des rêves multiples, des rêves de réalisation. Et quand tu vois la liste de ce que j'ai fait en 10 ans d'accélération de ma vie, j'ai réalisé un nombre de rêves incroyable, incroyable.
Et ça, j'espère que mes enfants auront cette envie de réaliser quelques-uns de leurs rêves. Quel qu'il soit, quel qu'il soit. Si leur rêve, c'est de devenir artiste, si leur rêve, c'est de devenir écrivain, c'est de devenir journaliste, peu importe. Ou c'est d'aller découvrir tel pays, ou c'est de faire telle compétition d'Ironman, d'ultra trail, machin, etc. Faites-le. Faites-le, voilà. C'est possible, c'est possible. Ça dépend principalement de vous, de vous. Je suis un exemple d'un sportif, tu disais bien tout à l'heure, lambda, je ne suis pas un professionnel, et pourtant j'ai fait des ultra-trails aux quatre coins de la planète, j'ai fait la Diagonale des Fous, j'ai fait la PTL, j'ai terminé de 300 km autour du Mont Blanc avec 25 000 mètres de D+, j'ai fait plusieurs marathons dans le désert, j'ai traversé le parc Torres del Paine en 4 jours, l'autonomie au sud du Chili, en Patagonie. Donc tu vois, je suis un athlète lambda, mais qui a, je pense, une motivation et une capacité à croire que les choses sont possibles, avec une positivité qui fait que les choses se passent toujours bien au final, avec des écueurs. Mais voilà, mon message est un message positif, d'aimer les autres, d'aimer le monde, de ne pas avoir peur du monde qui nous entoure, et de partir réellement à sa rencontre, si c'est votre rêve, chacun son rêve. Donc ceux qui... Voilà, mais allez-y, n'ayez pas peur de l'autre, soyez tolérants, soyez ouverts, vous verrez que le monde vous accueillera avec la plus grande bienveillance. Voilà. Mmh. Et tu vois, tout à l'heure, tu parlais que tu as par exemple été accueilli par une famille, très pauvre, qui t'a nourri, qui t'a logé et cetera. Mm. Quelle différence tu peux observer entre différentes populations? Par exemple, on prend en France, où, allez, la situation, même si c'est pas le cas pour tout le monde, mais, financièrement, souvent les gens ont quand même un toit, de quoi manger en suffisance et cetera. Est-ce qu'il y a des différences avec cette population-là et d'autres populations plus pauvres qui n'ont pas du tout ça et que tu as rencontré toi? Bah, la différence, elle est très très simple. Je vais donner une vérité qui me saute aux yeux à chaque fois qu'on voyage. Plus on en a, moins on partage. D'accord? C'est très clair, c'est très clair. Tu le verras dans tous les voyages. Les portes des personnes qui ont le moins s'ouvrent beaucoup plus que les portes des personnes qui en ont le plus. Plus tu en as, plus tu te mets des caméras, tu te mets des vidéos, tu te mets des digicodes, tu te fermes du monde extérieur. Pareil pour les voitures. Tu me demandes qui me prend en autostop quand je fais l'autostop. 99% du cas, c'est la voiture la plus pourrie. C'est le C15 pourri avec le mec un peu différent, etc. Les grosses Mercedes, les grosses Porsche Cayenne, elles n'ouvrent jamais leurs portes. On est sur quelque chose qui est une peur. Plus on a de choses, plus on a de matériel, plus on se ferme aux beautés du monde. On a peur de l'autre, alors que l'autre, finalement, il est extrêmement riche. Il a beaucoup de choses à nous apporter, des choses qui sont immatérielles, mais qui font que des portes s'ouvrent. Alors, je disais tout à l'heure, j'ai la chance d'avoir tout type de portes qui sont ouvertes. J'ai reçu des aides aussi de personnes qui ont de l'argent. C'est pas aussi binaire que ça. Mais les réseaux sociaux m'aident parce qu'on me connaît un petit peu et effectivement, ça peut aider à ouvrir des portes. J'insiste là-dessus. Les pays où ils en ont le moins sont souvent les plus accueillants. Quand j'ai été ouvert, voilà, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, je parlais tout à l'heure de l'Iran, etc., qui sont des pays où il y a... Viens Théo, viens dire bonjour. Attends, viens là. Viens là. Tiens, je présente mon fils Théo, 7 ans, viens dire bonjour. Ça va? Ah, le coucher, il a école demain. Ah Donc Théo, beh, dis bonjour Théo. Bonjour. Bonjour, c'est tu vas Sylvain. bien? Ça va? Tu vois, on parlait des voyages. T'as déjà voyagé, toi? Ouais. T'es né où? Février. T'es né au Brésil. Tu vois, je vais pas l'embêter, mais là, t'as un petit bonhomme qui a un contenu incroyable, incroyable, incroyable. Enfin, voilà, c'est mon prolongement en termes de, même parmi mes voyages, le fait que je parte parfois. Mon rêve, c'est toujours partir avec la famille, les enfants, etc. Quand ça ne marche pas, je pars tout seul. Et bien, le petit bonhomme, je dois me séparer pendant 2-3 mois. C'est un petit bonhomme qui a la chance de, voilà, je compense au maximum en étant présent. Quand je suis ici, j'y passe beaucoup de temps. Et là, dans peu de temps, je vais m'occuper de lui, je vais lui faire, alors, on va faire à manger avec sa maman et on va lui faire l'histoire du soir. Je suis extrêmement présent pour les devoirs. C'est quelque chose qui me... Voilà, je m'intègre dans le système quand même. Tu vois, je ne suis pas complètement un sauvage encore. Ce qui me rattache au système, ce qui est intéressant, c'est souvent tes proches. Si j'étais tout seul, tu aurais peut-être devant toi un nomade de l'extrême encore plus loin. Sauf que j'ai des enfants, j'ai une femme. Donc, voilà, je dois, c'est intéressant. Je dois jongler dans le système. Donc, voilà, c'est pas Ouais, mal tu du tout. Mais as les 2 parties, en fait. Tu d'un côté, tu as ton côté toi où tu pars en aventure tout seul et one life et l'autre côté où tu es plus, le truc terre à voilà, terre où tu as tes faut ancrages. trouver faut trouver des compromis. Mais voilà, quoi qu'il arrive, c'est sûr que voilà, dans mes priorités, je cherche toujours un compromis pour que tout reste à peu près équilibré. Tu dirais que c'est quoi la chose la plus surprenante que tu as pu découvrir sur une culture, un peuple? Bon, alors, bon, la culture, enfin,
J'ai un problème, c'est que j'ai une relation fusionnelle avec le Brésil. Alors, j'ai parlé du Brésil parce que le Brésil, on est souvent plein d'a priori. La plupart des gens qui n'ont pas été ont plein d'a priori, ils vont te parler de la dangerosité, des trafiquants, machin, etc. Et moi, j'étais encore pire que ça. Hein. Avant d'aller au Brésil il y a 10 ans, je t'aurais dit, je n'étais même pas sûr qu'ils avaient de l'électricité, du Wi-Fi, de l'Internet. Tu vois, j'avais une vision du monde qui était. Et quand j'ai été au Brésil pour le boulot, je suis parti expatrié pour Peugeot, une entreprise Peugeot Citroën pour les voitures. J'ai fait 3 ans d'expatriation à Rio. Et là, j'ai eu un coup de foudre pour cette culture, pour ce peuple, qui est un peuple incroyable, qui est un peuple résilient, qui est un peuple toujours heureux, qui a une culture de la vie, de savoir vivre, du churrasco du dimanche, de la vie en communauté, qui est un peuple ouvert, etc. Donc voilà, ma transmission aujourd'hui, c'est un coup de cœur pour le Brésil que je conseille à tout le monde d'aller explorer. J'en suis à une dizaine d'années d'exploration du Brésil. J'ai fait 4-5 road trips de plus de 3-4 mois. J'ai tous les États, les 24 États brésiliens que j'ai explorés par voie terrestre. D'accord, j'étais de Rio jusqu'à l'Amazonie sans prendre d'avion. Voilà. Ce pays mérite une vie. Donc rien que ce pays, c'est un continent. J'ai eu la chance d'être confiné pendant les différents confinements Covid au Brésil. Et je t'avoue que voilà, te faire confiner au Brésil, vu la taille du pays et vu la diversité qu'il y a en termes d'aventures sportives, ce qu'on appelle les chapadas, qui sont les parcs de montagne, des déserts de Lençóis Maranhenses, qui sont des déserts de sable blanc avec des lacs d'eau douce au milieu. On a des merveilles au Brésil qui sont à explorer, et le peuple est un peuple qui vous accueillera à bras ouverts. Donc n'ayez pas peur, n'écoutez pas, encore une fois, écoutez BFM, faites attention, etc. Mais dès que vous pouvez partir au Brésil, partez au Brésil pour quelques semaines, voire mois, voire années. Ce pays vous remplir à l'âme. Voilà. Et ma femme est brésilienne et mon fils est né au Brésil, et je suis, voilà, mon cœur est devenu basco-brésilien. Ça se sent et ça s'entend. Comment tu définirais la liberté? La liberté. La liberté, c'est la capacité qu'on a à réaliser nos rêves. La capacité qu'on a à prioriser nos rêves. Quand tu te sens pas libre, en général, c'est parce que tu es frustré. Voilà, tu peux avoir une frustration, ou tu peux répondre aux rêves des autres. Voilà. Donc moi, je m'estime libre quand je réussis à avancer vers des projets qui me tiennent à cœur. Voilà. C'est pas évident. Après, voilà. Après, pour être plus terre à terre, je t'avoue que là, je suis déjà dans la pyramide de Maslow, je suis assez élevé. C'est-à-dire que la liberté numéro un, c'est pas être en prison, d'accord. Ça, c'est valable. La liberté numéro 2, c'est pouvoir avoir à manger et voilà, et pouvoir te déplacer dans le pays. La liberté numéro 3, c'est d'avoir un passeport, d'accord. Mais la plupart des gens, voilà, ce que je veux dire, c'est que là, voilà, la plupart des Français, en général, sont pas en prison, peuvent manger tous les jours et ont un passeport. Voilà. Donc là, ils sont déjà dans trois niveaux, tu vois, ils montent pas mal dans la pyramide. Et après, voilà, moi je suis dans la liberté dans le sens de réaliser mes rêves, de pouvoir me connecter tous les jours à quelque chose qui me fasse du bien. Quand je suis à Bidar en sédentaire, plus ou moins, donc là au Pays Basque, voilà, je retrouve de la liberté. En partie, le nomadisme m'apporte plus de liberté, mais en sédentaire, la liberté, je la retrouve avec le contact à la nature. Je passe mon temps à voir des levées de soleil dans la nature, dans les Pyrénées. Je passe mon temps à aller faire du surf en minimaliste, sans combinaison. J'y étais encore aujourd'hui. J'ai fait beaucoup de surf, tu vois, pendant 2 ou 3 heures dans une eau qui est à 12-13 degrés où je me sens vivant. Donc cette connexion à la nature me donne un sentiment de liberté profonde. Mais au final, c'est là où je pense que tous tes voyages, ils te font prendre conscience qu'en fait, quand tu reviens là au Pays Basque, tu as une maison, tu as de quoi manger, tu as de l'eau, tu ouvres le robinet, tu as de l'eau. En fait, c'est des choses qu'on a et qu'on a peut-être toujours eu. Je parle dans mon cas, par exemple. Et en fait, tu en oublies que tout le monde n'est pas du tout dans ce cas-là, en fait, et que peut-être que ces voyages-là te remettent une claque sur la chance que tu as d'avoir tout ça, sans forcer, en fait. Ouais. Ah oui, à chaque fois, je suis un peu décalé. Hein. Quand je reviens chez moi, je suis un peu un Indien. Après, je suis un Indien qui a évolué. Je suis en société quand je suis ici, mais je suis un Indien qui, par exemple, j'arrive plus à acheter grand-chose depuis 10 ans. Je me demande si j'ai acheté des choses, des objets. Par rapport à ce que je t'ai dit au début, tout objet que tu achètes, c'est du temps que tu vas consacrer pour accumuler de l'argent pour pouvoir te le payer. Donc, dans tout ce que je vois qu'on achète, objet, ça va assez loin. Hein. Ça peut aller la maison, la voiture, etc. Même le vélo, j'ai du mal à acheter. J'essaye de toujours recycler ou faire appel ou acheter d'occasion ou réussir à échanger. Tu vois, je suis convaincu que le monde aujourd'hui est rempli d'objets. C'est-à-dire tu regardes, il y a trop d'objets, il y a trop de vêtements, il y a trop de jouets, il y a trop de. Globalement, on peut repartager ce qu'il y a déjà sur Terre, on peut réussir à se débrouiller. J'ai pas besoin des trucs d'un écrit, je récupère très très bien les choses qui servent à rien. Et tu t'aperçois que, voilà, que quand je vois ce trop plein d'objets, moi ce que je vois,
c'est un trop plein de temps qui a été dédié à créer des richesses, qui n'a pas été dépensé à créer des expériences. Voilà, donc voilà, je suis pas un ayatollah sur le sujet, chacun fait ce qu'il veut. Dans mon cas, ça fait 10 ans que je m'achète pas grand-chose. Je m'achète un téléphone d'occasion tous les 2 ans, parce qu'effectivement, j'aime bien communiquer sur les réseaux, Instagram, Facebook, etc. Mais à part ça, tu me demandes ce que j'ai acheté en 10 ans, à part quelques billets d'avion, toujours, parce que je pars loin, et m'acheter de quoi manger ou me loger quand je voyage. J'ai pas acheté beaucoup de choses. J'ai la chance d'avoir sur Bidar une femme qui est voilà, ma brésilienne, qui est aussi elle est devenue assez minimaliste. Il y a des associations qu'on appelle, par exemple, à Bidar, chez moi, il y a une association qui s'appelle la gratuiterie de Bidar. J'en parle, c'est l'occasion. Une association qui est juste sous la mairie de Bidar, dans laquelle on peut échanger. Les gens ramènent ce qu'ils ont en trop, des jouets, des vêtements, des objets. Ils le ramènent et puis tu peux venir en chercher gratuitement. Voilà. Et finalement, tu t'aperçois que c'est un lieu d'échange dans lequel effectivement, il y a trop d'objets, il n'y a pas de problème. Il y a toujours trop de choses qui arrivent par rapport à ce qui est pris, tu vois, même si c'est gratuit. Donc ça te confirme que voilà, le besoin d'achat et de création d'objets, voilà, je pense que ça répond aussi à une préoccupation écologique, pas par principe, mais de fait. C'est-à-dire que c'est pas illogique qu'on consomme moins de choses. Voilà. Mmh. Est-ce que tu penses qu'on est obligé de sortir de ce qu'on connaît, de voyager pour se connaître et être épanoui dans sa vie? Non, 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 je pense que le voyage, ça peut correspondre. Je pense que certaines personnes sont épanouies avec avec une carrière ou un travail qui leur correspond. Ils sont, peu importe le travail, je pense que les souhaits de chacun, il y a des personnes épanouies dans une vie bien rangée, il n'y a aucun problème. Je pense que certaines personnes, dans mon cas, je me suis beaucoup plus épanoui, en tout cas en sortant un peu des rails et en allant effectivement à la découverte de l'autre. Alors, le voyage, attention, le voyage, parfois on se dit ah, mais j'ai pas les moyens de partir. C'est des conneries. Le voyage, c'est partir de chez toi et de marcher. Hein. Tu marches, tu te retrouves. Alors, je parlais du chemin de Compostelle, mais là, le Maroc, je suis parti de chez moi à pied. Hein. Je suis parti de chez moi à pied. Et pendant 2 mois et demi, j'ai été sillonner Espagne, Portugal, Maroc, sans prendre l'avion, en restant en voie terrestre. 2 mois et demi d'aventure, ça m'a coûté moins de 2 000 € maximum pour les 2 mois et demi, d'accord. Sur du nomadisme de voilà, au ras du sol. J'ai mangé à ma faim, j'ai réussi à me payer des dortoirs pour dormir ponctuellement quand je dormais pas chez habitant. Et je suis revenu du Maroc en train et en bus et en autostop. Voilà. Donc tu vois, j'ai fait. Ce que je veux dire, c'est que le voyage long est à portée de beaucoup de monde. Je ne conseille pas à tout le monde, si ce n'est pas votre rêve, ne le faites pas. Mais si vous avez envie de découvrir des choses, effectivement, partez. Vous n'avez pas besoin d'un énorme bagage financier pour faire les premiers voyages. Partez de chez vous. Partez en Asie du Sud-Est, si vous pouvez vous payer un billet pour Kuala Lumpur, pour Bangkok ou pour, peu importe, pour Ho Chi Minh. Vous partez là-bas et après vous restez 3-4 semaines, un mois, 2 mois, à explorer les 5 ou 6 pays d'Asie du Sud-Est. Ça vous coûtera quasiment rien. Je le dis sincèrement, tous ceux qui l'ont fait te le diront. Une fois que tu as payé le billet d'avion, ton budget quotidien, il est à moins de 20 € par jour sur place. D'accord. Donc à 20 € par jour, tu réfléchis, tu vois combien de temps tu peux tenir, mais à découvrir des merveilles dans des pays comme ça, voilà, ça en vaut la peine. Est-ce que ton regard sur le monde avant, que tu aies commencé ces aventures, donc peut-être quand tu étais encore dans ton travail, en ingénierie, est-ce que ton regard, il a changé par rapport au regard que tu as maintenant et si oui, sur quel niveau, quels aspects? Bon, alors j'ai clairement beaucoup changé. Je suis toujours le même homme, hein. J'ai toujours été un homme hyper sportif, hyper actif, dans tous le sens du terme. Mon vrai virage, c'est ce virage un peu antimatérialiste. C'est-à-dire que je suis. Ce besoin d'expérience et mon expérience de découverte aux 4 coins du globe m'a fait baisser complètement mon besoin d'acquérir des choses. J'étais pas comme ça, j'étais un ingénieur il y a 20 ans, normal, je voulais accumuler des richesses, je voulais avoir mon augmentation à la fin de l'année raisonnable par rapport à mon travail, je voulais pouvoir m'acheter une maison plus grande avec un plus grand jardin, je voulais avoir une belle voiture pour montrer à mes voisins que j'avais réussi. Aujourd'hui, depuis 10 ans, je suis complètement déconnecté de ça. Je n'ai plus aucune envie de quoi que ce soit de matériel, si c'était de pouvoir m'offrir effectivement parfois des départs, des voyages, etc. Mais voilà, j'ai vraiment là-dessus, je suis devenu un petit peu ouais, un peu extrême. Je ne dis pas que j'ai raison ou que j'ai tort. Voilà, je suis conscient que socialement, voilà, je suis un peu borderline sur la partie matérialiste. Voilà, depuis 10 ans, je n'arrive plus à acheter grand-chose. Et ça, c'est quelque chose que je pense que j'ai appris en partie par le nomadisme, oui, par les voyages, parce que
j'ai pas besoin de grand chose. Et par contre, plus j'ai de choses, plus ça te freine. Plus tu achètes des choses, plus tu auras du mal à partir, plus tu auras du mal à... Si t'as pas grand chose, t'as un petit sac à dos, t'as peu de fringues, machin, etc. Pas compliqué, tu pars et c'est plus facile. Mmh. Voilà. T'as pas encore enfant? T'as pas de femme, pas d'enfant? Non, non, je suis un peu jeune. Oh, à 25 ans, il y a pas mal de Ouais, cul. c'est vrai, Ouais, déjà c'est 3 vrai, 4 tout est c'est relatif. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. J'aimerais savoir si tu rencontrais ton toi qui a 5 ans à ce moment-ci, qu'est-ce que tu lui dirais? Mon moi qui a 5 ans, quand il avait C'est 5 ans, ça, ouais. oh bah, je lui dirais: «T'inquiète pas, tu vas avoir une vie incroyable. Tu vas voir, ça va bien se passer», tu vois? J'aurais même pas j'aurais pas de conseils à lui donner, particuliers à celui qui avait 5 ans. Je chercherais pas à l'orienter parce que j'ai très peu de regrets. J'ai quasiment aucun regret de la vie que j'ai menée, tu vois? Tu pourrais me dire: «Ah mais tu pourrais lui dire de même pas faire ingénieur pendant 15 ans». Non, 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 ça fait partie du processus, ça fait partie du cheminement que j'ai eu. J'ai été heureux tout au long de ma vie et aujourd'hui, voilà, au jour le jour, je cherche le bonheur. Donc cet enfant de 5 ans, bah, je lui dirais, franchement: aie confiance en la vie. Tu verras, il y a plein de belles choses qui vont se passer et à chaque fois que tu vas t'engager vers tes rêves, finalement, ça va beaucoup mieux se passer que ce que tu penses et ce que les autres te diront. Voilà, donc fonce, fonce. Et justement, qu'est-ce que tu dirais aux gens qui ont des rêves? On en parlait au début de ce podcast, qui ont des rêves, des objectifs, mais qui n'osent pas, pour plein de raisons différentes, se lancer dans ces réels objectifs. Qu'est-ce que tu leur dirais pour justement qu'elles osent se lancer? Bah, je leur dirais que mon expérience après des défis aux 4 coins de la planète, 118 pays et cetera, c'est que en partant, en faisant le premier pas, sincèrement, que ce soit le premier pas dans la préparation, ça peut être l'entraînement, ça peut être voilà, dès que vous allez prendre du plaisir dans le processus. C'est-à-dire que l'objectif est secondaire, enfin, c'est secondaire, ouais, je vais pas être un préparateur physique, je vais pas dire ça, mais quasiment. C'est-à-dire que l'objectif n'est qu'une motivation pour vivre un processus qui va t'emmener loin. Le processus va t'ouvrir les portes, va te faire rencontrer des gens, tu vas te mettre en mouvement, tu vas te préparer, tu vas. Et à chaque fois que je pars en voyage, même s'il y a un objectif, finalement, ça devient secondaire. C'est-à-dire que ce que je retiens du voyage, ou du départ ou de l'aventure, c'est ce que j'ai vécu sur le chemin. Oui, mon grand, dis-moi tout. Mets-moi fort. Mets-moi fort. Tu veux faire du piano? Il veut faire du piano, mon fils, regarde. Bon, là, je pense que Sylvain, il va me dire que. Ah bah voilà, t'as un petit, On t'as un on petit piano. on aurait un petit arrière-plan de piano. Je peux pas mettre moins fort parce que si tu joues du piano, mon grand, ça va pas le faire. Parce que tu prends la guitare, tu joues un son. Non, mais comment ça fait. Non, mais moins fort, ça va être trop fort quand il arrive. Non, attends, c'est là, je vais faire moins fort, mais je pense que ça va être très fort. Regarde. Tu baisses ici. Et là, tu relax. Ici. Tu tournes ça. D'accord. Voilà. Non, un peu plus voilà. Fort. C'est bon. Excuse-moi, Sylvain. T'inquiète. Voilà. Et Tu m'entends là? Ça va? ouais, c'est nickel. J'aimerais savoir, avec toutes les expériences que tu as pu prendre depuis le début de ta vie, avec tous ces voyages, et cetera, qu'est-ce que tu as pu apprendre sur toi, mais aussi sur la vie et que tu aimerais transmettre aux gens? Bon, alors sur moi, j'ai appris que j'étais une machine de guerre. Je suis pas un athlète de haut niveau, mais pourtant, le corps de chacun enfin, recèle de capacités incroyables. On ne pense pas possible, mais quand le mental se bifurque, on fait des choses miraculeuses, réellement. Mon corps est. Voilà, ça, j'ai vraiment appris que les limites de mon corps étaient psychologiques. La deuxième chose importante que j'ai appris sur la partie de mon âme, c'est que j'ai une capacité d'ouverture, de tolérance et d'empathie que j'ai appris au fur et à mesure de ces expériences. Je suis devenu hyper tolérant et j'ai appris à ne plus juger, quasiment. Je ne porte quasiment plus de jugement sur grand chose. C'est-à-dire que l'exploration du monde m'a appris à avoir très très peu de jugement. Je ne juge quasiment plus. Tu m'entendras, je suis un homme qui parle mal de personne, quasiment, sincèrement. Voilà, je comprends qu'on puisse parler mal, mais dans mon monde à moi, je ne parle plus mal de personne. J'avance sur mes rails. Et voilà, donc c'est les deux aspects que j'ai appris. La partie physique, réellement, qui m'a permis de faire des exploits à mon niveau, mais juste au mental, réellement. Et puis la partie ouverture d'esprit qui s'est créée réellement avec cette découverte, cette ouverture au monde que je n'avais pas forcément dans mon éducation classique. On n'est pas avec l'ouverture d'esprit, mais en tout cas, voilà, le voyage, souvent, voilà, on parlait des grands aventuriers, etc. Ils tiendront un discours assez proche de celui-là. C'est globalement, voilà, l'esprit s'ouvre. Ça n'empêche pas que quand je reviens chez moi à Bidart,
je peux redevenir un peu politique. On devient quand tu reviens dans le système, voilà, tu finis par commencer à avoir l'information, à prendre un point de vue sur des sujets politiques, et cetera. Mais dès que tu repars, tu te dis: «Mais ouf, finalement, voilà, je prends beaucoup de hauteur par rapport à tout ça». C'est marrant que tu dises ça dans un monde où justement le jugement est hyper présent, il est omniprésent, que ce soit, via les réseaux sociaux, que ce soit peut-être aussi, la télévision, mais aussi la vraie vie où tout le monde juge constamment sur plein de choses et c'est difficile, je trouve, de se retirer de jugement, de la critique. On va peut-être avoir de la conversation, on va peut-être trouver un sujet de conversation en critiquant une personne ou peut-être parce qu'une autre personne va critiquer une personne et que toi tu te dis: «Bah, allez, je vais rentrer aussi, heu, dans la conversation et donc je me mets du même point de vue que la personne qui est avec moi». Alors qu'en fait, c'est peut-être pas du tout ton point de vue, mais j'ai l'impression que la société peut vite pousser à ce mood-là et tu agis un peu, sans automatiquement, sans trop réfléchir et je pense que c'est assez dur aussi de se Ouais. détacher de ça dans notre société. C'est dur, c'est dur, c'est dur. Je suis influenceur aujourd'hui, j'influence, je publie sur les réseaux, ma vie est assez transparente, je publie, ma vie d'aventure, ma vie personnelle aussi. Tu t'exposes à du jugement. D'accord? Ça fait 10 ans que je m'expose de manière enfin, ça fait 20 ans que je m'expose sur les réseaux. Depuis 10 ans, ça s'est accéléré. J'ai le fait d'avoir plus de followers, des gens qui rentrent dans ta vie, numérique, voilà, qui peuvent être agressifs, qui peuvent être, négatifs. J'ai appris à prendre de la hauteur. Ma leçon de vie sur le sujet, c'est que la plupart des commentaires négatifs, la plupart des jugements critiques sur ce que tu fais, ne traduisent que les mal-être des personnes qui les émettent. C'est souvent des jalousies, des mal-être, des frustrations euh, qui s'expriment. Alors parfois, ça peut te faire réfléchir quand même. Hein. Je t'avoue que parfois, je me prends des sujets, je suis assez clivant. Mais globalement, la plupart des gens agressifs sur les réseaux sont des gens qui expriment leur mal-être, leur jalousie par rapport à quelqu'un qui fait des choses. Donc j'ai appris à prendre beaucoup de hauteur. J'évite de trop répondre. Je pense qu'il faut la bonne pratique pour moi, c'est de se focaliser sur le positif, de répondre au positif et de prendre de la hauteur par rapport à ceux qui portent beaucoup de jugement, qui critiquent beaucoup, en se disant que voilà, leur principal problème, c'est pas toi, c'est leur propre souffrance qu'ils expriment dans leur ressenti. Et ça, voilà, c'est une leçon de vie que j'ai appris depuis un bout de temps. Je ne te dis pas que c'est facile, hein, on n'est pas insensible, hein, je veux dire, on n'est pas insensible. Et tu verras que dans mon cursus, voilà, j'en ai fait des trucs depuis 10 ans, j'ai fait des choses plus ou moins reluisantes selon certains critères. J'en suis toujours assez fier de moi. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas attendre que tout le monde t'aime. Ça va pas le faire. Si tout le monde t'aime, c'est que tu fais pas quelque chose de différent. Et manifestement, je fais quelque chose de différent. J'ai une vie différente. J'ai une vie que j'estime riche et qui fait réfléchir, voilà, qui fait réfléchir et qui parfois qui agite aussi parfois des blessures internes voilà, de choix de vie. Voilà. Donc la critique est constructive, on peut toujours l'accepter. Quand ça traduit clairement un mal-être de quelqu'un, bah, écoute, il faut laisser la personne avec son mal-être et puis toi continue d'avant. Tant que tu es bien dans ta peau, voilà, ça avance. Ça te Bah, parle? surtout bien sûr, surtout que je pense que toi qui étais qui est dans le système français, tu fais, une école, d'ingénieur, tu as un travail, qui a l'air de bien fonctionner et puis du jour au lendemain, tu te dis: «J'arrête tout, je pars voyager». Je pense que tes proches, ton entourage, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont dû te dire: «Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de gâcher ta vie» et cetera donc Ça va plus loin que ça, hein. La perception de chacun des réalités, je t'enverrai tout ce que j'ai fait en 10 ans. J'ai l'impression d'avoir pas arrêté en 10 ans de ce que j'ai fait. Il y a des personnes qui vont dire que j'ai rien fait de 10 ans. Mes parents vont dire: «Non, non, mais Alain, il fait rien, il construit pas de jardin plus grand et il construit pas de richesse». Il y a pas de problème. C'est la perception de chacun. Et il y a un moment où effectivement, faut que toi, tes valeurs soient profondes et que tu dises: «Non, non, est-ce que ce que j'ai fait a du sens?» Eh ben, je vais dire: «Ça a beaucoup de sens, ça a beaucoup de sens». Il y a beaucoup de gens qui me suivent, qui voient du sens, qui voient un sens profond, d'accord? Mais il faut pas t'attendre à ce que tout le monde, voit ce sens et tes proches parfois effectivement sont souvent des personnes qui ont des attentes différentes. Parce qu'en tant que proches, ils ont projeté sur toi leurs vœux, leurs ambitions, qui ne sont pas forcément les tiennes. Donc c'est là qu'il faut trouver voilà, le juste milieu. Le mien, il est un peu extrémiste. Je me suis complètement échappé des ambitions de mes proches. D'accord, je vis mes ambitions. Mais effectivement, là où tu as raison, c'est cette pression, on peut dire sociale, mais voilà, on devient ce qu'on rêve quand on accepte de ne plus devenir ce que les autres rêvent pour toi. Voilà. très juste. Et pour finir ce podcast, c'est pas moi qui vais terminer, c'est toi. Je te laisse
les mots de la fin. Qu'est-ce que tu aimerais dire? Qu'est-ce que tu aimerais peut-être que les gens retiennent? Tu es libre. Engagez-vous dans vos rêves. Voilà, croyez que vos rêves sont possibles, essayez de faire le premier pas, vous verrez que même si vous ne réalisez pas le rêve que vous imaginez, vous allez réaliser plein de rêves en chemin. Voilà, c'était vraiment c'est un message positif dans lequel voilà, je prône une vision du monde positive, bienveillante, etc. Et mon expérience est réellement que quand vous partez à la découverte du monde, vous verrez que le monde est merveilleux, l'homme est bon, l'homme est profondément bon. Et ça paraît un peu utopiste ce que je dis, mais c'est basé maintenant sur une expérience. Il y a 15 ans, j'aurais pu dire, ah, il n'y a pas de... J'ai un peu d'expérience. Mon expérience a de la valeur. Ce que j'ai vécu en m'exposant au contact du monde a de la valeur. Et je dis, je tiens un discours profondément positif sur le monde. Voilà. Et puis aujourd'hui, tu vois, je te remercie toi, Sylvain, parce que je trouve que tu as fait un super podcast. Tu vois, tu as une très bonne écoute et une empathie et une façon de poser des questions qui est rythmée et bienveillante. Et c'était un plaisir de te rencontrer numériquement. J'espère qu'un jour, je te verrai dans nos montagnes pyrénéennes du Pays Basque ou ailleurs. Voilà, réaliser un défi. Peut-être un chemin de Compostelle. Un chemin de Compostelle, il passe à côté de chez moi. Hein, donc, toi, tu passeras forcément chez moi. Et voilà, en tout cas, voilà, c'était un très très bon moment. Et j'espère que voilà, je contribue à emmener des gens à dépasser un peu leurs limites et à s'engager dans leurs rêves. Bah, nickel. Bah, écoute, merci à toi pour cet échange. Ça se sent que quand tu parles, que tu apprécies ce que tu fais, que tu es épanoui dans les choses que tu entreprends et tout ça et c'est communicatif, donc je trouve ça vraiment chouette.